Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Malikoura Tassira sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali. Ce soir, nous parlons justice, la justice sans laquelle il n'y a pas de paix, dit-on. La justice qui fait partie des préoccupations fondamentales du peuple malien et qui figure en bonne place parmi les priorités du gouvernement de la transition. Pour répondre à cette soif des Maliens, soif de justice des Maliens, les plus hautes autorités ont choisi un homme réputé pour sa rigueur et son sens du devoir bien fait, un homme bien connu dans le système judiciaire et bien au-delà. Nous recevons ce soir Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Malikoura Tassira. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Avec moi pour vous interroger, Madiba Keita, rédacteur en chef du journal du quotidien national L'Essor. Madiba, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Monsieur le ministre, les Maliens, vous le savez, ont soif de justice. Mais entre la justice malienne et les justiciables, ça n'a pas toujours été la grande confiance. Loin de là, un certain nombre de pratiques du passé sont à l'origine de ce manque de confiance. Les Maliens estiment que c'est le plus fort, le plus riche, qui a toujours raison. Qu'est-ce qui est fait pour redorer un peu le blason de la justice et restaurer cette confiance? Je vous remercie beaucoup, M. Konaté. Donc, merci de l'opportunité que vous me donnez ainsi. Donc, vous avez parlé de certaines perceptions que les gens ont sur la justice, la loi du plus fort sur les plus faibles, et l'inégalité des justiciables devant la justice. Je peux dire que c'est juste des questions de perception. Certes, il y a des cas très limités dans lesquels cela peut arriver à cause du comportement de certains acteurs de justice, mais d'une manière générale, la justice, elle est rendue de manière à traiter les justiciables sur le même pied d'égalité. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cette perception puisse changer, puisqu'elle puisse être inversée de manière positive. Donc, nous sommes en train, au niveau de l'administration de la justice, de prendre des dispositions pour mener des réformes audacieuses et de nature à changer les méthodes, les procédures et les mentalités. Au-delà de la perception, Monsieur le ministre, on sait que les décisions sont très souvent mal vécues par les citoyens qui s'estiment lésés. Mais au-delà de cela, récemment, vous-même vous êtes offusqué, disons, d'une décision de justice. C'était dans l'affaire dite des ristournes des cotonculteurs. Des magistrats ont été traduits en conseil de discipline par la suite. Mais au-delà de ce cas précis, qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui disent le droit eux-mêmes soient des gens exemplaires? Effectivement, j'allais y venir. En fait, nous sommes en train de prendre des dispositions pour à la fois sensibiliser, former, contrôler, sanctionner. Donc, toute cette batterie d'actions est en train d'être mise en œuvre. Comme vous l'avez constaté, à notre installation, nous avons visité beaucoup de juridictions, donc 14 notamment. Et le directeur national de l'administration de la justice en a visité 22 pour évaluer leur mode de fonctionnement. Et nous avons mis l'inspection des services judiciaires au centre de la problématique après cette mission de sensibilisation, au cours de laquelle nous avons rencontré aussi les syndicats, les ordres professionnels, les partenaires, pour leur dire nous voulons d'une justice nouvelle, avec de nouvelles valeurs fondées sur la responsabilité, sur la redevabilité, sur l'exemplarité. Donc, ce message est passé à divers niveaux et donc nous avons mis en œuvre les missions de l'inspection qui en a fait plus d'une trentaine, rien qu'entre juin 2021 et aujourd'hui. Plus de 65 services ont été contrôlés et il y a eu des missions aussi sur des faits signalés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers que nous sommes en train de traiter. Certains sont même en train d'être traduits devant le conseil de discipline. D'autres procédures sont en cours de traitement. Nous avons mis aussi un accent sur la formation. Parce que nous avons compris que la formation constitue un levier essentiel dans le cadre des changements de comportement et dans le cadre aussi de la bonne distribution de la justice. Donc avec l'Institut national de formation judiciaire, nous avons mis en place un programme
qui a permis de former de juin 2021 à aujourd'hui 1320 agents de justice. Donc il y a des magistrats, il y a des greffiers, il y a des avocats, les notaires, les huissiers commissaires de justice, il y a les officiers de police judiciaire. Donc tous ces agents-là ont bénéficié de formation. Donc ce qui nous permet d'avoir 1320 agents formés sur diverses thématiques, la déontologie et l'éthique de leurs différentes professions, les procédures, la conduite des procédures dans ces matières-là, sur le contentieux électoral, sur le contentieux administratif, sur diverses autres thématiques telles que la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, les procédures bancaires, donc, et j'en passe. À quel horizon est-ce que les actions que vous entreprenez, que vous avez entreprises, sont censées porter les fruits escomptés? Donc disons que déjà les fruits sont perceptibles. Il y a un changement notable de comportement au niveau des acteurs de justice. Et quand nous arrivions, il y avait certains comportements qui se faisaient et les gens se comportaient sans rien craindre. Certains même se disaient, bon, je fais ce que je veux, on ne peut rien me faire. Aujourd'hui, ce comportement a changé. Aujourd'hui, les acteurs de justice savent que quand je suis au courant des abus et des déviations, une action va suivre nécessairement. Et beaucoup font l'effort de ne pas tomber dans ces abus, de ne pas tomber dans ces travers. Ils font des efforts, mais c'est lent. Et tout changement est forcément lent. Et surtout en matière de justice, les choses ne vont pas au rythme que nous voulons. Il faut aller doucement, mais sûrement. Monsieur le ministre, tout le temps, les Maliens se plaignent de lenteur de la justice. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Cette lenteur qui est apparente s'explique par le fait que nous voulons mener des investigations très poussées, des investigations professionnelles, des investigations objectives et fondées sur le respect des droits humains. Vous voyez, la présomption d'innocence, il faut la respecter. Les droits de la défense, il faut les respecter. Et l'enquête doit être menée dans le respect des procédures, dans le respect de la légalité. Donc, quand on doit respecter tous ces principes, donc, il y a des situations qui peuvent être considérées comme des situations de lenteur. Donc, les acteurs de justice, notamment les avocats, peuvent à chaque décision les contester devant les juridictions supérieures. Donc, ce va-et-vient fait perdre souvent aussi beaucoup de temps. Et il y a aussi le fait que certaines personnes concernées par la procédure ne sont pas sur place. Certaines personnes sont en fuite. Il y a des éléments de preuve, surtout en matière de lutte contre la corruption, qu'il faut aller chercher au-delà de nos frontières à travers la coopération judiciaire. Donc, tout cela est de nature à ralentir un peu la progression des procédures. Et les enquêtes financières aussi, c'est des enquêtes spéciales, complexes, où les choses se font sur pièce. Donc, vous reprochez à quelqu'un d'avoir fait un détournement, il faut le prouver. Et la personne peut produire des pièces qui mettent à mal tout ce que vous avez eu à construire. Donc, il faut un perpétuel échange sur les pièces pour pouvoir arriver à la manifestation de la vérité. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de célérité dans le traitement de dossiers? Pour qu'il y ait plus de célérité, il y a des réformes forcément à faire. Ces réformes sont déjà en cours. Nous sommes en train de relire le code pénal, le code de procédure pénale, et nous avons mis en place un pôle national économique et financier pour prendre à bras le corps la question de la corruption. Il s'agira à travers ces mesures de faire en sorte que ceux qui sont chargés de lutter contre la corruption ne s'occupent que de ça. De faire en sorte que tout ce qui constitue des entraves dans la conduite des procédures puisse être minimisé et qu'on puisse aller beaucoup plus rapidement. Ça, c'est en cette matière, mais aussi dans toutes les autres matières. On est en train de simplifier les procédures et à les rendre beaucoup plus rapides. Donc, on est en train de prendre des dispositions aussi pour recruter du personnel, parce que le nombre compte.
Et les ratios magistrat-population, c'est de l'ordre de 38 000 habitants pour un magistrat. Donc, c'est vraiment très faible. Nous sommes en train aussi de prendre beaucoup de dispositions pour que l'accès à la justice soit une réalité partout au Mali. Donc, à travers la délocalisation des juridictions, à travers les audiences foraines qui sont organisées, et nous sommes en train de prendre des dispositions sur ce plan-là. Monsieur le ministre, il y a un autre aspect très important, ça c'est la surpopulation carcérale. C'est une réalité dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour résoudre définitivement ce problème? Ok, ce qu'il faut dire à propos de la surpopulation carcérale, c'est que c'est la conséquence de la démographie et de la modernisation de la vie qui conduit à la hausse de la délinquance. Les milieux urbains, périurbains sont des lieux par excellence où les actes de délinquance se commettent. Et en parlant de cette population, je pense que vous parlez de la maison d'arrêt de Bamako, voilà, qui était conçue initialement pour 400 personnes à un moment donné où la population peut-être n'atteignait pas 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous frôlons les 3 millions et la criminalité aussi a augmenté. Donc, il va de soi qu'il y a une surpopulation. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi une certaine lenteur qui est observée dans la conduite des procédures judiciaires. Donc, tout cela contribue à engorger les prisons. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ces désengorgements soient effectués à travers l'utilisation des procédures rapides, telles que la comparution immédiate, telles que les flagrants délits au niveau des juridictions, l'organisation d'audiences extraordinaires pour statuer sur les dossiers en matière pénale, sur l'action publique et réserver éventuellement les intérêts civils. Nous sommes en train aussi de construire des maisons d'arrêt et de les rénover. Vous avez vu, nous avons récemment réceptionné la maison d'arrêt de Kenyoroba, donc, qui a une délocalisation de la maison d'arrêt de Bamako, donc, qui a une capacité de plus de 2500 places et qui est arrimée aux standards internationaux. Nous avons rénové plus de 30 maisons d'arrêt à l'intérieur du pays. Et dans le cadre de la loi d'orientation et de la programmation de la justice, il est prévu la construction de 2 maisons d'arrêt chaque année. Donc la construction de 5 tribunaux chaque année. Donc, mais souvent les ressources manquent, nous n'arrivons pas à y aller comme nous le souhaitons. Donc, beaucoup de mesures sont en train d'être prises pour que cette surpopulation carcérale soit rapidement résorbée. Parlons concrètement de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Monsieur le ministre, d'aucuns estiment que la justice malienne, cette lutte fait de la justice malienne un outil de répression, une machine répressive contre les acteurs gênants de la vie publique. Qu'est-ce que vous répondez? En fait, c'est juste une perception. En réalité, en matière de lutte contre la corruption, comme dans toutes les autres matières, la justice va sur la base des faits. Nous ne nous intéressons pas en premier lieu aux personnes qui sont en cause. Et très généralement, on est saisi des faits, on fait des investigations, et c'est à la suite de ces investigations que des personnes sont identifiées. Et les personnes qui sont identifiées, qu'elles aient été aux affaires ou pas, qu'elles appartiennent à un bord ou pas, une fois qu'elles sont impliquées, on est obligé de les interpeller. Particulièrement en matière de lutte contre la corruption, ce qu'il faut noter, c'est que ça concerne les détournements dans les deniers publics. Or, les deniers publics ne sont pas gérés par tout le monde. Il y a certains qui ont eu le privilège de conduire les affaires publiques à un moment donné, qui ont géré les deniers publics. Et si les audits révèlent qu'il y a des écarts, c'est à eux qu'on doit demander des comptes. Et vous qui n'avez pas géré les affaires publiques, on ne vous appellera pas. Mais à quel rythme est-ce que vous sortez ces dossiers? Et puisque certains dossiers que vous évoquez datent quand même d'il y a un certain temps. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes un peu tributaires des missions d'audit, de vérification et d'inspection. Donc, les cas de saisine directe de la justice en matière de corruption ne sont pas très importants. Le gros lot vient du bureau du vérificateur général qui fait vraiment un travail formidable, donc qui est en train d'améliorer de façon progressive la vérification au niveau des différents services.
s'il y a quelques années, donc les vérifications portaient sur des exercices d'il y a 4 ans, 5 ans, aujourd'hui des efforts ont été faits pour rattraper les gaps, de telle sorte que cette année, nous aurons les rapports 2021 qui portent sur les faits de 2019, 2020 et 2021. Donc c'est déjà des efforts qui sont en train d'être faits. Il en est de même pour le contrôle général des services publics, qui est en train aussi de faire un travail remarquable, qui est en train actuellement de réaliser l'audit des projets, des programmes, des institutions de la République, des organismes personnalisés, des autorités indépendantes. Et nous avons beaucoup de rapports d'audit qui sont à notre disposition. Personne n'est ciblé parce qu'il est gênant? Non, pas du tout. Personne n'est ciblé. Nous essayons de traiter les dossiers dans l'ordre dans lequel ces dossiers arrivent. Maintenant, il y a certains dossiers qui évoluent beaucoup plus vite que d'autres. C'est dû au fait que les enquêtes sont très faciles dans certains dossiers parce que les personnes mises en cause coopèrent. Dans d'autres cas, les faits sont tellement patents qu'il y a très peu d'investigations à mener. Et dans d'autres, au contraire, les faits sont complexes. Il y a eu des montages tels que pour les déchiffrer, c'est un peu compliqué. Donc ces dossiers prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Donc nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de justice sélective. Nous essayons d'être objectifs, d'être rigoureux. Et ce que je peux dire, c'est que tous les dossiers qui ont été portés à notre niveau, plaise à Dieu, connaîtront un traitement. Sur notre plateau récemment, vous aviez évoqué un petit bilan de cette lutte contre la corruption et la délinquance financière et vous aviez évoqué un montant de 4,2 milliards, je crois, en termes de remboursement. Certains ont estimé que c'était tout simplement dérisoire. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, ce que je peux leur dire, c'est que ça, c'est au niveau des juridictions et principalement du pôle économique et financier. Il se trouve que le pôle économique et financier n'est pas une structure de recouvrement. C'est une structure d'enquête, de poursuite et d'enquête. Le pôle économique ne juge même pas. Donc maintenant, il y a un travail préliminaire qui est fait et le reste du travail est fait à d'autres niveaux. Maintenant, ces remboursements-là ont été générés par la lutte qui a été menée. Donc cela a poussé des gens à venir spontanément rembourser. Ça, c'est des remboursements spontanés. Mais au-delà, il y a les décisions de justice très souvent qui ne sont pas rédigées à temps. Il y a les pièces d'exécution qui ne sont pas établies à temps. Et il y a une absence de coordination entre les services de la justice, les services du Trésor et la Direction générale du contentieux de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de corriger tout cela pour faire en sorte que ces différents acteurs agissent en synergie et puissent recouvrer. Par exemple, la direction du contentieux de l'État, c'était une direction pratiquement abandonnée et qui n'avait aucun moyen d'action. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de redimensionner cette direction et de faire en sorte qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Et nous avons déjà, sur les instructions du président de la transition, pris des dispositions pour que le recouvrement des avoirs criminels puisse être entamé et avec efficacité. Alors, bâtiments publics, équipements militaires, avions présidentiels, bien mal acquis, il y a beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique. Grosso modo, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, ce que je voulais déjà dire avant d'arriver à ces dossiers spécifiques, c'est de dire que les bilans que j'avais évoqués la fois dernière, c'était les bilans sur 3 ans, 4 ans, donc 2018 à 2021. Donc, pour ce qui concerne spécifiquement la période de la transition, donc juin 2021 à nos jours, il faut noter que nous avons pu organiser une session spéciale de la Cour d'assises, au cours de laquelle 47 personnes ont été jugées dans le cadre de 18 dossiers. Donc, 18 dossiers ont été jugés lors de cette session spéciale. D'autres dossiers aussi ont été jugés pendant la même période. Les remboursements, rien que pour cette période, c'est de l'ordre de 1,5 milliard et quelques. Les amendes prononcées, c'est au-delà de 630 millions. Et les dommages et intérêts, plus de 230 millions. Et les cautions qui ont été versées dans le cadre de ces procédures-là, durant la période de la transition, c'est de l'ordre de 8 milliards et quelques.
sur les 15 qui avaient été déclarés avant. Donc, il faut aussi noter que dans le cadre de la session d'assises spéciale consacrée au dossier des violations des droits de l'homme et des crimes organisés, à ce niveau aussi, il y a la traite des personnes, le blanchiment des capitaux et autres, et il y a eu des condamnations qui ont entraîné des condamnations sur le plan pécuniaire, avec des amendes qui ont été prononcées, des dommages et intérêts qui ont été prononcés à ce niveau aussi. Donc c'est pour dire que la lutte contre la corruption est en train d'évoluer. Et dans le cadre de ces dossiers-là, qu'il s'agisse des dossiers du bureau du vérificateur général et des autres structures de contrôle, de vérification et d'inspection, qu'il s'agisse des dossiers de la loi d'orientation et de programmation militaire et de la loi de programmation pour le secteur de la sécurité ou d'autres dossiers, les choses sont en train d'évoluer. Et il y a plus de 1200 personnes qui ont été auditionnées par la brigade. Ces chiffres ont entre-temps augmenté, les choses sont en train de continuer. Il y a 4 dossiers qui ont pu être traités et transmis aux juridictions et qui sont en cours de traitement dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation. Il s'agit du dossier de l'avion présidentiel, du dossier des équipements militaires, du dossier Paramount et du dossier des pick-up. Et à ce niveau, il y a 18 personnes qui sont sous mandat de dépôt. 5 mandats d'arrêt ont été décernés contre des hauts gradés de l'armée, contre des opérateurs économiques, des hauts cadres de l'administration. Et d'autres actions vont suivre dans le cadre de ces dossiers-là et dans le cadre des autres dossiers où les audits ont été réalisés et les enquêtes sont en cours au niveau de la brigade économique et financière. Vous avez évoqué d'autres dossiers, le dossier des logements bradés. À ce niveau, il faut dire qu'une première enquête avait été conduite qui avait abouti à un non-lieu. Donc, sur la base d'éléments nouveaux, nous avons repris ce dossier et l'enquête est en cours au niveau de la brigade. Les choses avancent à un rythme satisfaisant et dans les prochaines semaines, on devrait avoir ce dossier devant un juge d'instruction pour évoluer. Il faut aussi noter que nous avons le dossier des fonds Covid, où l'enquête est suffisamment avancée au niveau de la brigade et dans les prochains jours, ce dossier va être transmis. Le dossier de la zone aéroportière aussi, ou saisi pour désigner une juridiction. Alors, la juridiction supérieure avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation. Ce dossier, nous l'avons repris. L'enquête est en train d'être finalisée et ce dossier va connaître aussi une évolution. Parlons d'un autre sujet, oui. L'esclavage par ascendance. Le sujet a défrayé la chronique un moment. Madiba Keïta. D'abord, est-ce que pouvez-vous nous expliquer l'esclavage par ascendance et qu'est-ce que la justice est en train de faire pour remédier à cette situation? Et il faut dire que l'esclavage par ascendance, c'est une pratique qui consiste à réduire certaines personnes à cause de leur appartenance à une certaine lignée et à les mettre dans la situation des choses sur lesquelles les prétendus maîtres d'esclaves ont droit de vie et de mort. Donc, lorsque vous êtes esclave, tous vos enfants, toute votre descendance est esclave. Et la nature n'a pas donné aux hommes d'asservir leurs semblables. Personne n'a reçu de la nature le droit d'asservir ses semblables. Dieu n'a pas permis ça. Mais il y a certaines personnes qui, au cours de l'histoire, ont décidé d'asservir leurs semblables en les réduisant au statut d'esclaves, soit suite à des guerres. Donc les personnes sont prises comme des butins de guerre transformés en esclaves, ou il y a certaines personnes qui, sans la guerre même, essaient de prendre certaines en captivité, donc au cours de certaines opérations. Par exemple, ils sortent dans la brousse, ils sont en promenade, ils rencontrent des personnes qui sont seules ou pas bien accompagnées. On les prend, on les réduit en esclaves. Il y a des gens aussi qui sont rachetés et réduits en esclaves. Donc c'est ce système-là qui a été développé et qui, aujourd'hui, malheureusement, a une certaine acuité dans certaines régions, notamment la région des Cailles. Et ça pose d'énormes dégâts. Donc, par rapport à ces phénomènes-là, nous avons donné des instructions très fermes pour qu'aucun cas de réduction en esclavage ne soit toléré.
Aujourd'hui, nous n'avons pas une loi qui permet une répression exhaustive du phénomène dans toutes ses dimensions, mais nous avons donné des instructions pour que les phénomènes soient réprimés sur la base des aspects qui peuvent l'être, sur la base des textes que nous avons aujourd'hui. Quand quelqu'un est mis en servitude, quand un enfant est mis en gage, donc quand une personne est exploitée, quand une personne est battue parce qu'elle est esclave, les coups et blessures volontaires, il y a des personnes qui sont assassinées, qui sont tuées. Donc toutes les dimensions qui peuvent être prises en charge par nos textes actuels, nous avons instruit la rigueur. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 50 personnes en prison pour ces faits-là dans la région des Cailles. Et nous avons instruit au procureur général de suivre particulièrement ces dossiers pour notre compte et de veiller à ce qu'une audience spéciale de la Cour d'assises soit consacrée à ces dossiers-là. Et nous verrons à ce que d'ici à la fin de la transition, cette session spéciale soit organisée, que les auteurs soient châtiés conformément à leurs actes et que cela serve de leçon pour faire passer un message, pour dire que cette pratique, elle est vraiment inadmissible. Le Mali se trouve dans une situation de guerre depuis 2012. On parle beaucoup de violations des droits de l'homme, notamment dans les zones de conflit. Quelle est la situation par rapport à cette question? Qui dit insécurité, qui dit guerre, dit forcément violation des droits de l'homme. Donc c'est la situation elle-même qui est propice à ce que des exactions soient commises. On est en train, avec la montée en puissance de l'armée, de réduire le nombre de cas de violation. Mais pour tout ce qui est des cas déjà réalisés, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que des enquêtes soient ouvertes systématiquement sur tous les cas. Aucun cas ne doit échapper. Même si on ne peut pas accéder immédiatement à la scène des crimes, il faut ouvrir l'enquête. Lorsque nous aurons la possibilité, on ira sur la scène des crimes, on va enquêter. Et aujourd'hui, vraiment, avec la montée en puissance, nous arrivons à accéder à toutes les scènes des crimes, nous arrivons à mener nos enquêtes. Et ce qu'il faut dire, les organisations de défense des droits de l'homme, contrairement à souvent ce qui est écrit dans les rapports, vraiment nous félicitent par rapport aux efforts que nous sommes en train de faire dans ces domaines-là. Il faut noter que plus de 350 dossiers ont été traités et transmis à la brigade d'investigation spécialisée du pôle judiciaire spécialisé, qui est en train d'enquêter. Les juges d'instruction ont traité plus de 50 dossiers durant cette période de transition. Plus de 47 dossiers ont été jugés rien que lors de la session spéciale de la Cour d'assises qui a été organisée. Et il y a des dossiers emblématiques comme Ogosagou 1, qui a été clôturé aujourd'hui, qui attend juste d'être jugé. Donc ça a été instruit et clôturé, les dossiers attendent d'être jugés. Ogosagou 2 est en cours d'instruction suffisamment avancé, et Bounti, Moura, ces enquêtes sont en cours. L'attaque simultanée aussi de Bafo-Nyuno, ça aussi c'est en cours d'enquête, ainsi que la base de Sévaré. Et nous veillons à ce que vraiment ces cas-là puissent être traités de façon efficace. Et à ce niveau, nous avons fait aussi beaucoup d'avancées en élaborant un document de politique pénale et de stratégie de poursuite en matière de lutte contre les crimes internationaux, les violations graves des droits de l'homme. Nous avons élaboré un document de politique et une stratégie de poursuite en cette matière. Récemment, vous avez fait passer en Conseil des ministres un texte relatif à un pôle judiciaire spécialisé dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Il existe déjà en la matière une loi qui fait polémique. Pourquoi voulez-vous resserrer davantage l'étau sur les utilisateurs des TIC et des réseaux sociaux? Aujourd'hui, comme vous le constatez, les réseaux sociaux qui étaient censés faciliter la vie, accélérer les procédures, sont devenus un théâtre d'opérations criminelles. C'est un théâtre où se commettent des infractions de toutes sortes. Ce qui est beaucoup plus visible et qui gêne, ce sont les injures et la diffamation. Ça fait légion. Mais à côté de ça, nous avons des cas d'escroquerie. Donc des gens qui changent de profil, qui essaient d'arnaquer les gens. Et nous avons des cas aussi où les gens utilisent les réseaux sociaux pour procéder au trafic des êtres humains, pour procéder au trafic des organes humains, donc pour procéder au blanchiment des capitaux, pour procéder au financement du terrorisme.
Et vous voyez jusqu'où on va. Et on a aussi des situations dans lesquelles les gens utilisent les réseaux sociaux pour voler des données stratégiques au niveau des services comme l'armée, les services de sécurité, dans les entreprises d'une certaine dimension. Et cela engendre beaucoup de dégâts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions prendre ce problème à bras-le-corps. Et lorsqu'un problème est aussi pernicieux, il faut prendre des mesures draconiennes. Et c'est pourquoi cette loi sur la cybercriminalité a été élaborée. Et ce n'est pas une loi propre qu'au Mali, c'est une loi au niveau sous-régional. Tous les pays de l'espace CEDEAO ont pris ça comme une loi uniforme. Certains ont renforcé beaucoup plus que certains, mais nous, il faut dire que nous n'avons pas encore serré les vis par rapport à cette loi-là. Cette loi a besoin d'être renforcée. Et parce que la cybercriminalité, ses dégâts sont énormes. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un pôle judiciaire spécialisé qui va prendre en charge cette question de façon spécifique. Monsieur le ministre, quand les journalistes, les hommes politiques, les activistes se sentent ciblés, où est-ce qu'on en est avec cette question en relation avec les libertés individuelles? Ce qu'il faut dire, c'est que le principe fondamental que tout le monde doit respecter, c'est que la liberté, elle est consacrée par la Constitution, les droits sont consacrés par la Constitution, mais ils s'exercent dans les limites fixées par la loi. Ça, c'est déjà une première vérité qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier aussi que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, c'est pour dire que toute personne est invitée dans le cadre de ses activités à respecter l'autre, à respecter la loi. Maintenant, dès lors qu'on pose un comportement, on pose un acte qui sort du cadre de la loi, on tombe sous le coup des infractions. Et en ce moment, les parquets peuvent agir, et s'agissant de la cybercriminalité, même sans saisine préalable, même sans plainte préalable. Il s'agit d'infractions très graves pour lesquelles l'action publique n'est pas liée à une plainte préalable de la victime. Là aussi, les gens ne sont pas ciblés? Non, personne n'est ciblé. En fait, ce que vous pouvez constater, c'est que la preuve en ces matières est même très facile à établir parce qu'il y a des vidéos qui existent, des vidéos que l'on peut écouter. Et à ce niveau, j'ai même donné des instructions pour que lors des jugements de ces cas de cybercriminalité, que les vidéos incriminées puissent être projetées dans la salle comme pièces à conviction. Ça peut aider à voir. Nous ne ciblons personne. Et nous ne voulons pas réduire les libertés, mais nous voulons juste que le cyberespace soit moralisé, que les gens puissent se respecter les uns les autres. Oui, Monsieur le ministre, on sait que vous avez beaucoup de défis à relever. Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés? Les contraintes principales, c'est l'incompréhension. Il faut dire que la justice n'est pas comprise du peuple, qui pense qu'il y a un certain décalage entre sa façon de voir et la façon de faire des juges. Ça, c'est une grande contrainte. Et d'autres contraintes peuvent être identifiées dans la qualité des ressources humaines que nous avons, ainsi que leur nombre tel que j'avais évoqué, et les textes aussi qui doivent être relus, donc pour les arrimer aux standards internationaux, pour les adapter à notre réalité. Il faut aussi noter une mauvaise interprétation par certains des notions d'indépendance. Certains qui pensent que l'indépendance, c'est la licence à faire tout ce que l'on veut sans rien respecter. Certains même pensent qu'ils sont des électrons libres. Ils n'ont pas de chef et donc ils agissent comme ils veulent. Et certains acteurs de justice aussi qui sont dans la corruption. Et il faut déplorer aussi le peuple qui encourage cette corruption. Parce que pour qu'il y ait corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Et au-delà de cela, nous avons le fait que les actions qui sont en train d'être menées sont souvent interprétées parce que certaines personnes sont impliquées de façon tendancieuse. Nous avons la question des droits de l'homme, une question éminemment importante qui devait engager la communauté internationale au plus haut niveau, qui est souvent banalisée
traité parce que la tête d'un tel ou tel État ne plaît pas, cela est déplorable. Autre difficulté, il y a le manque d'humilité des acteurs de la justice. Certains pensent que les pouvoirs qui leur ont été confiés, les pouvoirs leur ont été confiés pour leur confort personnel. Et ils donnent l'impression que c'est eux qui sanctionnent par leur bon vouloir, alors que ce n'est pas ça. On sanctionne au nom du peuple, on sanctionne dans le respect de la loi, on sanctionne parce qu'il y a un acte illicite qui a été commis. Mais on ne le fait pas, je t'emprisonne tout de suite. Je l'ai fait, non. Il faut dire, vous avez posé tel comportement qui n'est pas compatible avec la loi et la loi a prévu telle sanction. Voici ce qui va aussi passer. Monsieur le ministre, vous avez évoqué beaucoup de choses. On peut connaître les perspectives de votre département. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons beaucoup d'ambition pour la justice malienne. Nous avons compris que la justice, comme le disait un de mes prédécesseurs, est aujourd'hui un grand corps malade, un corps qui a besoin d'être soigné. Nous avons estimé que nous devons prendre toutes les dispositions pour bâtir un système de justice moderne, une justice rapide, une justice accessible, une justice plus indépendante, une justice fondée sur les valeurs de redevabilité, de respect des droits de l'homme, une justice qui est servie par des hommes et des femmes bien formés et bien traités, le tout au bénéfice du peuple. Pour y arriver, il y a la réforme, il y a les réformes que nous devons faire, il y a la formation, il y a le contrôle interne, le contrôle externe, les sanctions, la récompense du mérite, tout cela que nous devons faire. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour élaborer un document de politique nationale qu'on n'a pas. Donc on est en train d'élaborer ce document-là. Nous sommes en train aussi de mettre en place l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels pour booster la lutte contre la corruption. Par rapport à l'accès à la justice, les bureaux d'orientation qui sont là, les bureaux d'aide juridique, nous sommes en train de vouloir les transformer en agences d'aide juridique et judiciaire. Nous sommes en train aussi de prendre des dispositions pour que le centre Hakeo Kunafoni que nous avons créé d'accès et d'orientation à la justice puisse être renforcé et mis en lien avec les structures chargées d'aider les justiciables. Par exemple, des structures comme DMSO et autres, les mettre en contact pour qu'on ne se limite pas au conseil et à l'orientation seulement, qu'on puisse aussi aider dans la mise en œuvre des droits. Nous sommes aussi en train de prendre des dispositions pour que les journées presse et justice que nous avons pu instituer puissent se pérenniser et puissent aller sur beaucoup de thèmes. Nous sommes en train de mettre aussi en place une communication dynamique et stratégique pour que le travail que nous faisons soit porté à la connaissance du peuple. Et nous sommes en train, avec les partenaires, d'explorer beaucoup de pistes pour faire en sorte que notre justice puisse avoir les moyens de mener une politique bien réfléchie, une politique qui va dans le sens du respect des droits humains, de faire en sorte que notre justice soit égale pour tous, l'égalité des citoyens devant la justice. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour aller dans ce sens. Nous sommes convaincus qu'avec les différentes actions que nous sommes en train de mener, la justice malienne, au bout d'un certain temps, sera une justice proche du peuple, sera une justice dont le peuple sera satisfait, une justice plus respectueuse des droits de l'homme, une justice dont nous pourrons être fiers dans la sous-région, dont nous pourrons être fiers à travers le monde. Nous souhaitons bon vent, Monsieur le ministre. Merci. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci Madiba. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était là le dernier numéro de Malikoura Tassira, en tout cas dans sa version passage des ministres sur ce plateau. Nous disons donc merci à l'ensemble des équipes qui se sont succédées ici sur ce plateau, aux équipes techniques, à l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi aux équipes de la primature, sans oublier bien évidemment la direction générale de l'Office de radio et télévision du Mali. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos différentes antennes.